Merci à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ces magazines, les débats congolais. Nous allons parler aujourd'hui des sujets qui défrayent la chronique. Il est intitulé « Que reste-t-il de l'union sacrée ?» Oui, les questions sont posées et d'aucuns s'interrogent sur l'avenir de cette coalition, cette plateforme initiée par Félix Tshisekedi. Après la prestation des serments, maintenant l'heure est venue à la création d'autres structures au sein de l'Union sacrée. C'est le cas avec PCR, une coalition qui a vu jour hier, à la tête de laquelle on retrouve Vital Kamerhe. Il est suivi de Tony Kankou. On a vu les images d'autres anciens classiques du FCC comme Lambert Mende, Évariste Bochab, il y a les Julien Paloukou, Jean-Lucien Boussa. Ils sont très très nombreux au sein de cette coalition créée par Vital Kamerhe. Alors, pour analyser ce thème, nous recevons dans cette émission un analyste politique. Il s'appelle bien Patrick Eyalé. Il était aussi candidat député provincial à Bandalungwa. Monsieur Patrick, bienvenue. Merci Charles. J'ai un chat dans la gorge. Merci Charles. Merci. Alors, merci beaucoup. Réaction à chaud, vous étiez candidat. Finalement, vous n'avez pas été proclamé par la CENI ou bien vous avez été écarté par la CENI? Notre regroupement politique avait ses alliés, cher à M. Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, n'aurait pas atteint le seuil. N'aurait pas. Je dis n'aurait pas. C'est au conditionnel, hein? Bien que la CENI ait dit que nous n'avons pas atteint, moi j'utilise le conditionnel parce qu'il existe une voie de recours. Et le regroupement s'y attelle parce qu'on estime que nous qui étions candidats, atteint ce seuil. Donc on va faire, je dirais, faire prévaloir nos droits à la Cour constitutionnelle. C'est au niveau des législatives provinciales. Des législatives provinciales. Et vous êtes en contentieux devant la Cour constitutionnelle maintenant là? On est en train d'affûter les dossiers pour que... devant la Cour administrative d'appel, hein? Je le confirme. Nous sommes en train d'affûter les dossiers. Mais qu'à cela ne tienne, si on s'en tient aux résultats proclamés par la CENI, il va de soi que c'est le ministre Mouyaya qui a été proclamé député provincial. J'ai pris connaissance et j'ai pris acte parce que... Et vous avez accepté la victoire de Mouyaya, vous l'avez félicité? J'ai pris acte, j'attends, je l'ai félicité, j'ai même eu à l'appeler personnellement, mais j'attends connaître les résultats dans son ensemble, les résultats détaillés. Mais, qu'à cela ne tienne, à ce stade, je ne peux que constater que c'est M. Mouyaya qui a été proclamé. C'est-à-dire que vous attendez la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote sur le site de la CENI? Oui, détaillé, pour que nous tirons les leçons et les conclusions qui s'imposent. Mais d'ores et déjà, en républicain, j'ai pris acte et je félicitais celui qui a été proclamé, à savoir M. Mouyaya. Ceci étant dit, je me permets de fustiger le comportement de gangstérisme et de banditisme urbain affiché par les partisans d'un des challengers à cette compétition. C'est des comportements assez récurrents venant de ces challengers auxquels on a assisté tout au long de cette campagne. Émaillé par le banditisme urbain plus connu sous le nom de Koulouna. Ah bon? Bah absolument. Vous voulez parler de qui finalement? Je n'aimerais pas lui porter offense et je n'aimerais pas, parce qu'il va sûrement aller en contentieux et c'est la voie, je pense, qu'il aurait dû
privilégié au lieu de laisser faire je dirais, le banditisme qui a eu cours le jour de la proclamation. Vous parlez de qui finalement? J'ai bien dit un des challengers. Mais c'est qui? J'ai bien dit un des challengers. Non, mais là, franchement, vous n'aidez pas les Congolais qui nous suivent partout à travers le monde. Vous ne les aidez pas à comprendre bien le problème. Monsieur Charles-Quint, laissez-moi cheminer. Un des challengers. Vous êtes assoiffé. Non, je parle... Laissez-moi finir, vous aurez son nom. Ok. Laissez-moi finir, vous aurez son nom. Vous savez comment je procède. Je procède par méthodologie. Un des challengers. Parce que c'est un challenger. Il a un nom. Je dirai son nom. N'ayez crainte. Un des challengers s'est opposé à ces résultats. C'est son droit et c'est de bon droit. Mais la manière utilisée pour afficher son opposition sont des comportements que personnellement je reprouve au plus haut point. Ce n'est pas parce que on possède quelques conditions, quelques billets, qu'on doit instrumentaliser des vendeuses, des jeunes désœuvrés pour les inciter, je dirais, à commettre des infractions. Et ce comportement, comme je le dis, nous avons assisté à cela tout au long de cette campagne. Le challenger en question, parce que je vais faire preuve de respect, c'est monsieur Lévi Paye, cousin du gouverneur actuel. Ah, celui dont on a vu la population descendre dans la rue à Bandal pour contester la victoire de Patrick Mouya. Ben, vous étiez au courant, vous connaissez son nom, mais vous voulez l'entendre de ma bouche. Non, voilà. Je vous pose des questions pour que la lanterne des Congolais soit éclairée. C'est celui-là. Mais je ne voulais pas citer son nom pour ne pas déranger l'action qu'il compte mener devant la justice. Il fallait simplement, en ce qui me concerne, lui demander de tenir en laisse ceux qui sont ses partisans. Parce que si on veut tous jouer à ce jeu, si on veut tous se prêter à cette espèce de bomber les torses, de montrer que voilà, on a une cohorte de gens qui sont derrière nous, qui sont prêts à mettre, je dirais, la commune à feu et à sang. Non, il ne faut pas que l'image de Bondalungwa, connue et réputée comme une commune de gentlemen, une commune des personnes aimant l'élégance. Des sapeurs. C'est péjoratif, mais bon. Des ambianceurs, des sapeurs. C'est encore péjoratif. Non, mais c'est ça la réputation des Bandal, hein. C'est une Bandal à... Musique, la musique, permettez-moi. La sape, l'ambiance. Je ne veux pas en disconvenir, mais Bandal, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange de ce que vous avez cité. C'est un mélange des gens, à l'époque, quand on bâtissait la commune de Bandal, elle est appelée commune désévoluée. Toi, tu es né et grandi à Bandal. Grandi à Bandal. Ok. J'ai passé 3/4 de ma vie à Bandalungwa. C'est un mélange de, je dirais, un melting pot, comme on peut dire. Melting pot. Voilà, c'est-à-dire un assemblage de beaucoup de choses. Mais dans cet assemblage, je suis contre l'importation de Kuluna. On peut tout accepter à Bandalungwa, sauf qu'on nous apporte des comportements des voyous. Ah, mais là, on a toujours vu ça. Les jeunes de Bandalungwa, en bas du pont Makelele, s'affronter avec des jeunes venant d'autres coins. Ça a toujours été le cas. Le coin dont vous parlez, un coin identifié, ce sont, vous me permettez, je n'aimerais pas ici jeter du discrédit, mais c'est des gens qui ne sont pas de Bandalungwa. C'est des gens qui viennent de Kanluka, qui s'est réfugiés à cet endroit-là. Et Dieu merci, cet endroit a été, je dirais, c'est-à-dire l'État a repris ses droits. On les a délogés de cet endroit sous le pont Makelele. Et il y a une construction, on est en train de refaire l'école Kousbakin d'antan, on est en train de refaire, et aussi je dois m'enquérir parce que j'ai vu d'autres immeubles pousser à côté de là. J'aimerais bien savoir
qu'en est-il? Mais ces malfrats, si on peut les appeler ainsi, venaient essentiellement des communes, des endroits contigus à Bandalungwa, notamment à Kaluka. Nous n'avons pas à Bandalungwa cette culture-là du Kuluna. Non, c'est une culture qui est en train d'essayer de prendre corps et entretenue par des gens qui veulent absolument faire du végétariat. La politique, ce n'est pas du végétariat. Charles Ekin, vous êtes connu pour être journaliste, mais pour exercer aussi votre qualité de citoyen. Qu'est-ce que cela a à dire? Sur vos pages Facebook, Twitter, c'est-à-dire vos comptes réseaux sociaux, vous vous exprimez sur les questions de politique, de la société. On sait identifier qui est M. Charles Ekin. On sait connaître la structure de votre pensée. On sait savoir, vous militez pourquoi. C'est-à-dire, on sait vous personnifier intellectuellement. Il est, je dirais, incongru de voir des gens dont la pensée politique n'est pas connue, dont la structuration de la pensée n'a pas débuté, mais c'est prévaloir de, je dirais, de la qualité d'acteurs politiques. Vous le dites si bien. Nous avons assisté de façon ébahie à une floraison des candidatures qui ne tiennent qu'à la force de l'argent. Et si on fouille bien, on gratte bien, certains, parce que cousins d'un tel, ont eu accédé à la coffre-fort de la ville, ont eu amassé de l'argent, ne sachant quoi en faire. Il placarde le nom par-ci, par-là. Il rassemble des désœuvrés pour que, à son passage, on chante à sa gloire. Aucune pensée diffusée sur ce qu'il veut, sur ce qu'il veut de la commune, du pays. Il n'y a pas que lui. Donc, les candidats en question n'avaient rien déroulé comme projet. Vous êtes journaliste, avez-vous déjà entendu, pour ne pas parler que de lui, ça, là j'aimerais pas personnaliser le débat, j'ouvre un peu le débat sur certains candidats. Vous êtes journaliste, mais comment on peut comprendre que des gens qui ne se sont jamais exprimés, qui n'ont jamais pris position, qui se sont jamais exprimés, qui n'ont jamais pris position sur des questions d'actualité politique, sociale, sociétale. Que ce soit dans les réseaux sociaux. Que ce soit dans les réseaux sociaux. Dans n'importe quel média. Que ce soit dans nos médias. Nous avons à peu près 400-500 chaînes. Des gens qui n'ont jamais pris la parole. Incapables de prendre la parole d'ailleurs. Mais ils veulent nous importer une culture où vous ne vous distinguez pas par la capacité, la production de votre intelligence, mais par la production et la capacité que vous avez à mettre les gens dans la rue, à faire parler de vous. Moi, je ne veux pas de cette République-là. Je ne veux pas de cette République-là. Alors, vous vous en prenez à ces candidats-là? Non. Vous dites qu'il a instrumentalisé les gens? Je m'en prends à des comportements. Oui, mais ça veut dire que c'est lui qui est à la base de ces comportements-là. Qui n'est pas un comportement de vandale. C'est ce que vous êtes. Non seulement de vandale, mais un comportement de républicain. Alors, donc, les deux. Ces candidats-là, j'ai noté les mots forts ici: gangstérisme et banditisme urbain. Bien sûr. Dans une vidéo, il a appelé les gens, la population au calme, parce qu'il y a des voies, des recours déjà, il y a déjà des recours qu'il a pu introduire. C'était la moindre des choses qu'il pouvait faire. Après avoir excité ces chiens de garde à descendre dans la rue, on a failli assister à Yumbi 2, opéré par son grand cousin. On a failli en arriver là. Mais on a dit je ne sais pas si c'est des méthodes de famille. On a dit que les Kuluna de Mouyaya s'étaient opposés aux Kuluna de Lévi Pai. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a vu l'affrontement des bandes de criminels. Hein. Je n'aimerais pas ici faire les procès des uns et des autres. Il y a un candidat qui a été proclamé. Ces partisans de bon droit voulaient manifester leur... Pour Mouyaya, c'était des partisans, et pour l'autre, c'était des criminels. Attendez. On proclame un candidat. Ces partisans ont-ils le droit de jubiler, oui ou pas? Je dis oui.
Au nom de quoi des gens, admettons, qui ne sont pas des colonels, qui sont des bons citoyens, qui sont des gens respectueux des normes, veulent empêcher, interdire les partisans de celui qui a été proclamé élu de festoyer, de jubiler. Au nom de quel principe? C'est cela dont est question. Ah, ils ont contesté, ils ont empêché aux autres de se réjouir. Mais c'est cela dont est question. Et c'est pas manifester le mécontentement suite à la défaite de M. Paye. Le mécontentement, on peut le comprendre, mais ce mécontentement ne peut pas vous amener à empêcher ceux qui se réjouissent de la victoire de leur candidat. Il faut avoir une dose de sportivité, encaisser le coup et se faire et aller là où vous pouvez faire prévaloir vos droits. Je ne dis pas que ces partisans n'avaient pas le droit de contester, mais c'est, je dirais, la manière de le faire. Alors, M. Patrick Eyalé, apparemment, au lieu de parler de votre propre cause, vous défendez carrément Mouyaya. Les gens peuvent avoir l'impression sur ce plateau que vous êtes venu ici défendre la victoire de Patrick Mouyaya. Donc vous aurez voulu que je ne réponde pas aux questions que vous m'avez posées. Bah, vous m'avez posé des questions, vous avez insisté. Vous avez insisté. Et je vous ai répondu, mais comme tout bon Congolais que vous êtes, vous voulez me prêter des intentions. Moi, je vous pose des questions. J'ai répondu à vos questions et je ne m'en cache pas. J'ai dit que j'ai pris acte des résultats. J'ai félicité le ministre Mouyaya, avec qui, je ne cache pas, j'ai des relations de courtoisie. J'en ai profité pour fustiger l'image qui a été donnée de ma commune. Parce que vous allez observer qu'il n'y a pas eu ces scènes de banditisme dans toutes les autres communes. Cela ne veut pas dire qu'il y a des candidats qui se sont sentis lésés. Vous m'empêchez le droit de contester cela, de repugner cela. Au nom de quoi je devrais me taire? Je devrais dire que non, tiens, c'est normal. Au nom de quoi? Parlons de moi. J'ai dit en préambule que nous n'aurions pas atteint le seuil. Et j'ai précisé que ce n'est pas à moi de faire le recours en ce cas-ci. C'est au parti. Parce que ce n'est pas moi personnellement qui est lésé seulement, c'est le parti qui est lésé. Et je vous ai dit que le parti est en train en ce moment de constituer le dossier. Alors, M. Patrick, pendant même la campagne électorale, parce que il y avait déjà pardon, laissez-moi vous dire, si nous atteignons le seuil, et je pense que nous avons atteint le seuil, je peux vous dire, vous regardez droit dans les yeux, je suis, je dirais, le mieux placé pour remporter ce siège. Ah bon? Je vous le dis. Devant Godin Poyi, Patrick Mouyaya. Ne me pas. Il était aussi candidat député à Bandalungwa. Monsieur Godin Poyi. Oui. Il était aussi candidat député à Bandalungwa. Il était candidat, effectivement. Oui. Donc, vous étiez nombreux. Vous étiez vraiment nombreux. 103 candidats. Voilà. Donc, et tu penses que tu as eu plus de voix que tous les 103 candidats? Non, j'ai dit. Tu peux sortir premier. Je suis classé parmi les 4-5 premiers. Comme il y a un siège, ça veut dire que... Comme il y a un siège, c'est le premier qui gagne. Mais aussi là, puisque on est encore sur ce sujet, il y a ceux qui ont obtenu des voix de manière, je dis, à la régulière. Ok. Je veux vous raconter quelque chose. On est le jour du vote vers 2 h du matin. Les gens avec qui je travaillais, l'un d'eux m'appelle. Ah, monsieur Eyalé, vous êtes où? Je dis, je suis chez moi, dans ma chambre. Ah, mais monsieur Eyalé, vous êtes dans votre chambre alors que vos adversaires sont en train de sillonner dans tous les centres.
Je ne vais pas citer les noms. Parce que si je cite le nom, vous allez encore revenir pour dire je m'acharne. Non, je ne cite pas les noms. Mais il y a des candidats qui sillonnaient les centres vers 1h, 2h. J'ai eu 2 appels de mes collaborateurs pour se plaindre de ça. Pour me demander instamment, monsieur Yalé, faites pareil. Il y avait ceux qui avaient même des machines à voter, qui votaient pour eux-mêmes, ou bien qui ont amené des gens dans des bureaux de vote pour qu'ils votent pour eux-mêmes, et ils ont séché tout le monde. La CENI, ça s'est passé aussi là-bas? La CENI est mieux placée, et c'est en cela que... Non, mais vous, en tant que candidat, est-ce que vous avez eu écho de ce genre de choses qui s'étaient déroulées là-bas? Et puis quand je vais dire les faits, vous allez dire que je m'en prends à quelqu'un personnellement. Je ne veux plus répondre à ça parce que vous allez me dire que je m'en prends à quelqu'un. Je vais parler de façon générique. J'étais dans ma chambre, j'ai reçu des appels de mes collaborateurs me faisant état des candidats qui sillonnaient vers 2h du matin en faisant ce qui était interdit par la CENI. J'ai bien dit, en faisant ce qui était interdit par la CENI. Et quelle a été votre réaction? J'ai dit à ses collaborateurs, je ne peux pas... Vous n'avez pas alerté les services, même la police? Non, à ces collaborateurs qui me demandaient de venir, de descendre sur terrain, d'influencer les électeurs, de user, je dirais, des moyens illégaux. Des moyens illégaux en faisant du trafic. J'ai dit, je ne veux pas m'adonner à cela. Mais le lendemain, j'ai pris soin de dénoncer cela. Je n'ai pas attendu le résultat des élections. Je suis le premier des candidats à avoir sur Twitter dénoncé ces comportements. Parce que le matin, au-delà des rapports que j'avais eus la nuit de certains collaborateurs, on m'a rapporté d'autres faits. Merci beaucoup, M. Patrick Eyalé. Ça nous a pris quand même quelques temps. C'est important qu'on en parle parce que ça défraie aussi la chronique ici à Kinshasa. Alors, après la prestation de serment, la bataille commence pour l'après Tshisekedi. D'aucuns parlent de la bataille des successions qui commence déjà. Certains parlent déjà des positionnements pour la primature. Et le gouvernement, les grandes institutions, Tshisekedi dans tout ça, il est où? Non, moi je dirais que d'abord, c'est de bonne guerre. De bonne guerre. C'est de bonne guerre. On peut ne pas aimer les personnages qui se sont illustrés dans cette course effrénée au pouvoir. Effrénée. Oui, une course effrénée qui peut sembler, je dirais pas sembler, qui est malsaine. Une course malsaine. Malsaine. Course effrénée, malsaine. Effrénée, malsaine. Ok. Mais c'est de la politique. Donc, faire pression, monter les enchères. C'est de la politique. Au sein même d'une seule famille politique. Même si cela peut créer des frustrations, des dissensions, peu importe. Je vais vous faire un parallèle. Nous sommes, vous et moi, nous suivons souvent la politique française. On a fait un débat, d'ailleurs, vous vous souvenez, sur le format des débats sur LCI. Je suis à l'aise de parler de ça avec vous. Monsieur Macron annonce la démission de Madame Borne. Il va de soi qu'il va nommer un autre Premier ministre. Monsieur Macron, dans sa majorité, il a des alliés, notamment Monsieur François Bayrou, qui est président du Parti Modem. Il y a l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui est, je crois, aussi président du Parti Horizon. Et il y a aussi d'autres indépendants, je ne sais pas quoi, qui constituent la majorité de M. Macron, qui s'appelle d'ailleurs Ensemble pour la République, si je ne me trompe pas. Mais les alliés commencent à faire pression. Entre autres, Bayrou. En marche, hein? France en marche, je crois, quelque chose. Non, M. Macron a depuis changé le nom de ce parti, qu'il a rebaptisé. Tout à fait. Non, il a rebaptisé Renaissance. Mais la majorité s'appelle Ensemble. Okay. Mais le parti de Macron s'appelle Renaissance. Oui. Ces alliés. C'était lors des élections. Hein. Voilà. Ces alliés de premier plan, que sont Édouard Philippe et Bayrou notamment, ils ont commencé à faire pression. Ils ont commencé à contester certains profils qui circulaient dans les médias
Je dis non, pas celui-ci, non, pas celui-là. Ils ont fait monter une forme de pression, alors que le choix du Premier ministre, en France comme ici, est un choix discrétionnaire. Mais cela n'a pas empêché aux alliés de vouloir faire prévaloir leurs forces. Ils ont créé aussi une coalition au sein de leur famille politique, comme c'est le cas ici chez nous. Parce qu'ici, on parle de la création, maintenant, des structures au sein d'une même famille politique. Kamere, en lançant sa coalition, il a dit que c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée. Et son problème, ce n'est pas se positionner politiquement. Il l'a dit clairement. Renforcer la cohésion. Hein. Sans vouloir faire l'avocat de M. Kamere. Kamere, vous n'allez pas, je dirais, l'accuser de faire fonctionner ses neurones. Il sait qu'il se pointe à l'horizon une restructuration, une redistribution de jeux de rôle et de pouvoir en politicien. Mais il doit, je dirais, se constituer une force. Vous n'allez pas, je dirais, trouver anormal qu'un homme politique fasse ce pourquoi il est politicien. Ça veut dire conquérir le pouvoir. Dans les jours qui viennent. Mais ici, le pouvoir est déjà conquis. L'Union sacrée, ils sont allés solliciter le pouvoir auprès du peuple. Charles Quint, j'ai dit qu'il doit y avoir une redistribution de rôle et de pouvoir. On doit avoir un chef de gouvernement, on doit avoir un nouveau président de l'Assemblée nationale, on doit avoir un nouveau président du Sénat. Mais ces choses, on ne va pas distribuer ça, je dirais, comme un plateau d'œufs à chacun. Non, mais attendez, M. Patrick. Les regroupements au sein de l'Union sacrée sont allés aux élections. Absolument. Ils ont eu des élus. Est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas allés aux élections sur la bannière de l'Union sacrée? Non, ce sont les regroupements de l'Union sacrée. Parce que Kamere, aujourd'hui, il dit que tous ces élus-là, ce sont les élus de l'Union sacrée. La structure, selon ce qu'il a dit, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée. Il n'a pas mis de côté l'Union sacrée. Alors, s'ils sont au sein de l'Union sacrée, pourquoi, s'il y a des dissensions, pourquoi ne pas dialoguer au sein de votre famille politique au lieu de créer une autre structure parallèle? Je pense que le débat, il est mal placé. Ou les intentions... Moi, je pose des questions. Hein? Je vous pose des questions. Et je réponds à vos questions. Je dis que le débat est mal placé. Le politicien, par essence, il est guidé par l'ambition. La constitution d'un regroupement au sein de l'Union sacrée... D'une coalition au sein d'une autre coalition. Cela n'est pas contre les games. Cela ne viole pas, je pense, et M. Augustin Kabouya l'a dit. M. Augustin Kabouya qui a rencontré M. Bemba, M. On va parler de ça, on va parler de ça. Je vous ai dit en préliminaire que c'était des bonnes guerres. Ils veulent, je dis ils, parlant pas simplement de Kamere, je crois que c'est un quatuor. Il y a Kamere, il y a Joly Samboussa, il y a Paluku et M. Konko, si je ne m'abuse. Ils veulent s'associer, constituer une force et répondre en tant qu'entité composite, homogène. Mais comment? Parce que tous ces mondes-là sont sous la bannière de l'Union sacrée qui est dirigée par Félix Tshisekedi. Charles Quint, je vous ai dit ici qu'il n'y a aucun député qui a été aligné comme député Union sacrée. Ils ont été alignés par des regroupements. Ces regroupements font partie de l'Union sacrée. Rien n'empêche que ces regroupements, qui sont au nombre, je ne sais pas, une bonne trentaine, quarantaine, se fusionnent pour créer un... Dans l'Union sacrée, vous avez combien de regroupements? Il y en a 40. Mais si une dizaine se fédèrent pour n'en faire qu'un, je ne vois pas... Non, mais vous parlez des regroupements de l'Union sacrée.
mais alors... Au sein de l'Union sacrée, il y a un présidium. Le présidium qui est là, et c'est pour trouver des solutions au sein de leur famille politique. Charles Quint. Comment on peut créer encore d'autres structures alors qu'on a des responsabilités au sein de l'Union sacrée? Charles Quint, pour renforcer la cohésion. Vous plongez, moi j'aime être conséquent et cohérent. Je peux ne pas apprécier. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand j'ai dit que j'ai pris acte et que j'ai félicité le ministre, vous m'avez entraîné dans un... Mon rôle, c'est de vous poser des questions. Vous n'allez pas s'en prendre à moi parce que je vous pose des questions. Vous semblez ne pas comprendre ma façon de faire. Je n'ai jamais dit que vous êtes pris à moi. J'ai dit, vous n'avez pas compris le fait que j'ai pris acte. Vous êtes habitué aux gens qui font, je dirais, de la politique politicienne. Moi, j'aime être cohérent et j'aime être conséquent. Je ne suis pas un fervent admirateur de Kamere. Loin de là. Ceux qui connaissent mes positions savent que M. Kamere, et je crois bien certaines personnes qui se trouvent dans ce regroupement, ils sont loin d'être ma tasse de thé. Mais ce n'est pas pour autant que je vais prendre une posture qui va à l'encontre de ma façon de réfléchir. Qui ignore que pour avoir des ministres, il est question de poids politique? Qui ignore ça? Ce sont des principes qui sont établis que pour avoir autant des ministres, avoir part à, je dirais, telle institution, il faut être composite et pesé. J'ai dit, il y a une redistribution de jeu de rôle. Ils ne vont pas aller, nous sommes de l'Union sacrée. Non, ils vont se présenter en termes d'entité. Ce n'est pas pour rien qu'à ce jour, l'UDPS est, je dirais, l'entité considérée comme celle devant avoir le poste de Premier ministre. C'est au nom de quoi? L'UDPS ne veut pas se prévaloir de ça au nom de l'Union sacrée. L'UDPS va se prévaloir du poste de Premier ministre en sa qualité de l'UDPS. Mais ce que vous dites là, M. Patrick, il est de notoriété publique que l'UNC de Vital Kamerhe, aujourd'hui, c'est la deuxième force de l'Union sacrée. Parce que, à part l'UDPS qui a 69 députés, vient tout de suite l'UNC. Et après, c'est l'FDC de Modeste Bati et les autres regroupements. C'est déjà clair. Les choses sont déjà claires. Pourquoi maintenant chercher encore à créer une coalition et appeler d'autres députés? Parce que l'ensemble de ces députés-là, ça fait 256 députés provinciaux et députés nationaux. Et on a fait appel à d'autres députés de rejoindre les PCR. Donc, si les 477 députés rejoignaient les PCR, ça veut dire que l'Union sacrée signe son acte de décès. Le Premier ministre qui sera nommé, sera-t-il un Premier ministre Union sacrée ou sera-t-il un Premier ministre issu d'une entité au sein de l'Union sacrée? Non, la Constitution est claire là-dessus. Au sein de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire aujourd'hui, c'est déjà l'Union sacrée parce que l'opposition... Charles Quint, la majorité est composée des entités. Des entités. Je vous ai posé la question de savoir. Le Premier ministre ne sera pas nommé au sein de cette entité qu'on appelle Union sacrée. Le Premier ministre sera issu de l'entité faisant partie du grand ensemble Union sacrée. Et ça sera soit le parti, soit le regroupement, soit la confédération de regroupement ayant le plus de députés. Je vous ai dit, et je m'échine à vous le dire, c'est de la politique. Ils ne sont pas dans une religion. C'est de la politique. La politique veut que l'on ait le plus grand nombre pour peser. Vous n'allez pas empêcher un acteur politique ou aux acteurs politiques de se constituer en un bloc pour peser plus. J'ai bien dit au départ
que personnellement, je trouvais ça, je dirais, malséant. Mais le jeu politique, le déterminisme politique veut que les choses se passent ainsi. Voilà pourquoi vous avez vu tout de suite après la réaction de M. Kabouya, qui a compris qu'il ne peut pas s'asseoir sur les 69 députés de l'UDPS et de penser que c'est acquis. Au nom de ça, on aura, je dirais, ce qui doit nous revenir de droit. Il s'est réveillé, il a été voir les autres chefs d'autres entités qui composent l'Union sacrée. Bon, M. Patrick Eyalé, vous êtes en train de faire librement votre analyse. Vous parlez du positionnement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. Mais Vital Kamerhe n'a pas parlé de positionnement. Vital Kamerhe a dit que l'objectif du PCR, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée. Il n'a pas parlé de positionnement. Lorsque la question a été posée... J'ai dit ceci. Non, s'il vous plaît. Lorsque la question a été posée à Kamerhe sur le positionnement, il a dit, moi je suis déjà vice-premier ministre, ministre de l'économie. Je dois me positionner par rapport à quoi? Donc l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif, c'est de renforcer la cohésion. Voilà ce que Vital Kamerhe a dit. Charles K, j'espère que je suis ici et nous sommes ici pour décrypter, décoder l'actualité. Alors, il y a ce que les politiciens disent et il y a ceux qui ne disent pas. Et il nous appartient, dans cette émission, de décortiquer. Vous ne pensez pas un seul instant que M. Kamerhe allait dire « Ah non, j'ai fait tout ceci parce que j'ai besoin du poste de Premier ministre ou j'ai besoin du poste du président de l'Assemblée nationale. » Donc vous lui prêtez des intentions. Vous prêtez à Kamerhe des intentions de se positionner pour être Premier ministre. Nous sommes là pour décoder les non-dits. C'est bien cela. Est-ce que vous pensez que Kamerhe peut, si ce que vous dites là est véritablement ses intentions, vous pensez que Kamerhe peut être un bon Premier ministre? Ça, maintenant, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre sujet. Kamerhe a-t-il le droit de revendiquer le poste de Premier ministre? Oui. Kamerhe a-t-il le droit de constituer un groupe pour peser afin de se positionner comme, je dirais, l'outsider pour occuper la fonction de Premier ministre? Oui. Kamerhe sera-t-il un bon Premier ministre? Pour moi, c'est non. 3 fois non. Comment ça? Mais j'estime que c'est quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a beaucoup plus d'expérience en politique. Comment il ne peut pas être un bon Premier ministre? J'estime que le profil de Kamerhe ne correspondra pas pour le vent nouveau que doit insuffler le chef de l'État. Comment ça? Expliquez-nous un peu. Je pensais que mes mots que j'ai utilisés étaient assez explicites. Kamerhe est ce qu'on appelle aujourd'hui un dinosaure. Dinosaure? Oui. Pour avoir traversé, je dirais... des régimes. Des régimes. Il a certes une expérience, oui, mais une expérience qui n'est pas que positive. Vous vous souviendrez des procès, du procès son jour. Ah, mais il a été blanchi par la justice, hein? Il a été certes... Ça veut dire qu'il n'a pas de cadavre dans le tiroir aujourd'hui. Il a été certes blanchi, mais ce procès a laissé des traces, qu'on le veuille ou pas. Ce procès a laissé des taches. Il a été blanchi, oui, mais la somme des expériences, pour moi, j'estime que ce n'est pas que positif. Je lui reconnais la légitimité de prétendre à occuper ce poste. Mais reconnaissez-moi aussi la liberté d'estimer que selon le profil, au regard de ce que je dis, par rapport aux besoins des nouvelles, je dirais, idées. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire la même chose avec les mêmes gens pour obtenir des résultats différents. Les résultats qui ont été obtenus dans les quinquennats passés, si on additionne les acteurs qui ont concouru pour ces résultats, je peux dire que c'était mi-figue, mi-raisin.
Kamere était directeur de cabinet de projet 100 jours. Qu'il ait été acquitté ou pas, le projet 100 jours n'a pas été un franc succès. Oh, mais François Mamba avait parlé de 98% de réussite des projets 100 jours. Hein. Moi, c'est M. Patrick Eyalé, au cas où vous l'avez oublié. Moi, j'ai dit que le projet 100 jours n'a pas été un franc succès. Et même en termes pas de réalisation, en termes de ce qui devait être fait, en termes de priorité, j'estime que ce qui avait été décidé, maisons préfabriquées, tout ça, pour vous, c'était pas... C'était des mauvaises idées. La réalisation, je n'en discute pas. Je laisse... Les sauts de moutons et tout ça, pour vous, c'était pas bon qu'on fasse ça? J'aurais préféré des routes secondaires. Ok. J'aurais préféré des routes secondaires. J'aurais préféré les routes d'intérêt national. C'est-à-dire, j'estime que la personne ayant piloté ce projet 100 jours, n'ayant pas apporté des idées novatrices, ayant vu ce projet connaître un succès plus que mitigé, j'estime que vous ne pouvez pas redonner les clés de la République à cette même personne. Il peut servir ailleurs. Je verrais plutôt M. Kamere, là où il a fait, je dirais, la pluie et le beau temps, je le verrais peut-être, moi, président de l'Assemblée nationale. Ah, qu'il revienne encore à l'Assemblée nationale. Je dis, en ce qu'il me concerne, oui, mais c'est bien sûr, son profil, parlez, hein. Je le verrais plutôt là, parce que dans le tableau que j'ai peint, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de l'expérience de M. Kamere à cette fonction. Parce que j'estime que ce n'était pas une expérience négative. C'est l'un des présidents des meilleurs présidents de l'un des meilleurs de présidents. Hein. Il a fait vivre le Parlement, il a fait vivre la démocratie et je dirais on sentait que le pouvoir était réellement un pouvoir parlementaire aussi. Chose qui, au fil du temps, a perdu de cette substance-là. Donc, vous attendez Kamere à l'Assemblée nationale et non à la primature. Si il m'était demandé de prodiguer des conseils, si Kamere a des ambitions, mon conseil à lui serait de pencher plus vers l'Assemblée nationale, où son expérience a été pour moi fructueuse. Alors, M. Patrick Eyalé... Et au regard des réformes, parce que je pense que ce quinquennat, et le président de l'a dit, est un quinquennat des réformes. Il faudrait quelqu'un qui saura tenir les troupes. Je pense que Kamere peut être cette personne-là. Mais le poste de Premier ministre, au regard de ce que je vous ai présenté comme tableau, je pense que ce n'est pas la personne idoine. Est-ce que ceux qui disent qu'aujourd'hui, avec les PCR, s'ouvre déjà la bataille de succession de Tshisekedi, les Dauphinats 2028, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Mais ils ont raison, et en même temps, il n'y a pas de quoi s'étonner. Ce sont des politiciens. Nous sommes politiques, nous sommes des politiciens. Je suis déjà projeté vers 2028. Nous sommes en 2024, mais je suis déjà projeté sur 2028. Je dois, en tant que politicien, savoir comment je veux me positionner en 2028. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est des bonnes guerres. Il appartient maintenant au chef de l'État de, je dirais, savoir gérer les ambitions des uns des autres. Pour que ça ne soit pas un handicap à son quinquennat. Alors, Monsieur Patrick Eyalé, pour vous, quel est le profil type d'un Premier ministre? Vous voulez qui? Si vous voulez, vous avez dit clairement ici que Kamere peut bien servir la République à l'Assemblée nationale. À la primature, vous préférez qui? Non, je n'aimerais pas me prêter à... Oh, mais pour l'Assemblée nationale, vous avez dit, vous avez été clair, vous avez dit pas question de Kamere à la succession de Sama Lukonde. Mais c'est qui? Non, parce que on parlait de Kamere. Et
j'ai rebondi pour, je dirais, donner ce que je peux qualifier de souhait. Votre question, ce n'est pas une question complexe, mais à ce stade, je préfère encore jauger. Je préfère encore jauger. Mais si je peux me lancer, je souhaite que ça soit quelqu'un de neuf. Donc un novice en politique. Pas forcément novice, mais quelqu'un de neuf qui va apporter un son nouveau. Non, mais neuf, ça c'est-à-dire qui n'a jamais été... aux affaires. Qui n'a jamais été aux affaires. Qui n'a jamais été aux affaires. Ah bon? Ouais. Donc quelqu'un qui n'est pas connu par le grand public? En quelque sorte. Pas Jean-Pierre Bemba? Pas du tout. Pas Modeste Bahati? Surtout pas lui. Pas Samuel Kondé? Il a fait son temps. Pas Dani Banza? Je n'ai pas trop confiance en ses capacités managériales. Est-ce qu'une femme peut être aujourd'hui nommée première ministre? Je le souhaiterais. Vous souhaiteriez que ce soit une femme cette Que fois-ci? ça soit une femme. Et pourquoi? J'ai dit tantôt qu'on ne pouvait pas procéder de la même manière en espérant des résultats différents. Je me dis, pourquoi ne pas essayer la gestion de la primature avec une femme? Notre façon de voir les choses, de faire exécuter les choses, sont différents. Mais il y a quand même quelqu'un, son nom me vient, que j'aurais vu Premier ministre. Mais si je cite son nom... Non, mais vous êtes libre ici, hein, vous êtes libre de réfléchir. Non. Ce personnage-là, au-delà de souhaiter qu'il soit Premier ministre, j'aimerais qu'on renforce son rôle. Ce n'était pas à l'ordre du jour. J'aimerais qu'on renforce son rôle. Je parle de l'IGF. Monsieur Gilles Alinguetti. Monsieur Gilles Alinguetti. Il peut être Premier ministre selon vous? Il a le profil D'un bon Premier ministre? de quelqu'un qui peut être un bon Premier ministre. Vous voyez que vous m'avez posé une question à laquelle je n'étais pas préparé, mais chemin faisant, dans ma réflexion, son nom m'est surgi. Parce que j'étais en train de tracer le portrait robot d'une personne neuve. Quand j'ai dit une personne neuve, c'est une personne, comment je vais dire, Monsieur Gilles Alinguetti. Il n'a jamais été au gouvernement, il n'a jamais été ministre, tout ça, oui. voilà. Donc c'est une personne qui peut apporter une autre approche. Le Congo a besoin d'une autre approche. Mais est-ce que lui est au sein de la majorité parlementaire? Parce que la Constitution dit que le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. La Constitution dit que le choix du Premier ministre est un choix discrétionnaire. Ça veut dire que le président peut nommer Mais il doit le nommer au sein de la majorité parlementaire. C'est ça? Attendez. Nous avons à peu près la même Constitution que la Constitution française. Lors de la nomination de... Gabriel Attal? Non. D'Elisabeth Borne? Et même avant Elisabeth Borne, de Édouard Philippe. Parlons d'Édouard Philippe. Il ne faisait pas partie de la majorité présidentielle, mais il a été nommé Premier ministre. Il était à l'époque de la droite, de LR, maire de Bordeaux, affilié à Juppé. Mais il a été nommé Premier ministre. Lors du choix d'Elisabeth Borne, ce n'était pas elle qui était la favorite. C'était celle qui vient d'être nommée ministre de la Santé, Madame Catherine, je ne sais plus qui. Elle était pressentie Premier ministre, alors qu'elle est de droite. C'est pour dire que le président a la latitude... Donc, M. Patrick Yale, ici, vous dites que Gilles Alinguetti, au regard de tout ce qu'il a démontré comme capacité, tout ce qu'il a fait comme travail, il peut être un très bon Premier ministre selon vous. Pourquoi, au-delà du profil, je dis un profil de quelqu'un d'assez rigoureux,
de quelqu'un... c'est un fait manager, hein, ça il faut souligner. Hein. Il a des résultats. Gilles Ringuette, c'est quelqu'un qui fait la fierté de notre pays aujourd'hui, même au niveau international. Hein. Je souhaite, si ça ne sera pas lui, que l'on renforce son rôle. Ah, le rôle de l'IGF. De l'IGF, en créant, je crois, un parquet financier. Un parquet financier. Les gens en ont longuement débattu. Je suis d'avis. Si ce n'est pas la personne qui sortira du chapeau du président. Mais pourquoi je l'ai sorti du chapeau? Parce que ce n'est pas un homme de l'appareil politique. Je souhaite que le Premier ministre ne soit pas quelqu'un des appareils politiques. Quelqu'un... Lui, c'est un technocrate, hein. Voilà. Quelqu'un qui sera dépendant de notre, je dirais, système politique. Je ne souhaite pas quelqu'un du parti, à qui les gens du parti viendront imposer des quotas. On doit sortir des sentiers battus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On doit sortir des sentiers battus. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses. Si on prend quelqu'un qui vient d'un parti, il est conditionné par le parti qui l'a envoyé. Si les chefs de parti, c'est d'ailleurs pire. Alors, M. Patrick Yalé, Augustin Kabouya a aussi pris son bâton de pèlerin. Kabouya consulte. Et il a rencontré Bemba, il a rencontré Modeste Bahati et Christophe Mbosso. Votre réaction, comment avez-vous trouvé cette démarche ici? C'est de l'agitation déjà? C'est de la frustration? Comment vous avez trouvé? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ça, c'est une réaction, ce n'est pas une action. Parce que hier, la création d'une structure de Caméré, aujourd'hui, c'est une réaction de Kabouya. Réaction ou pas, les groupes, les entités politiques doivent, je dirais, se positionner. Je sais que ce terme de positionnement vous semble un peu saugrenu. Non, ça c'est lorsque je parlais de Caméré qui a refusé que ce qu'il faisait n'était pas un positionnement. C'est juste ça. Ce qui se fait actuellement, que ce soit pour Caméré et pour tous les autres, nous y compris, c'est du positionnement. Nous n'avons même pas à nous cacher. Nous n'avons pas à nous cacher. Nous sommes dans la période du, je dirais... Du positionnement. J'espère que vous comprenez maintenant. Pour se partager les gâteaux. Pour jouer un rôle. Tout simplement. Mais c'est la politique. Nous exerçons et nous faisons la politique pour jouer un rôle. Mais enfin... Vous pensez que les gens, nous sommes dans une, je dirais, dans une église où on vient accompagner tranquillement le... Non. Chacun veut jouer un rôle. Et chacun, en fonction du rôle qu'il veut jouer, se positionne, montre les atouts. Montre les atouts, fait monter les enchères. C'est aussi ça la politique. Caméré a voulu faire monter les enchères. Tout de suite après, l'UDPS, la première force politique, tient à montrer à Caméré que si tu veux jouer à ces jeux, nous, on peut aller au-delà. Parce que si on additionne les élus de l'UDPS, du MLC, de AFDC, il y avait encore qui? De Mbosso. Et beaucoup d'autres regroupements. Vous voyez? Ils seront majoritaires. Hein? Ils seront majoritaires. Mais... Et ça, c'est une bonne chose. Qu'il y ait un groupe minoritaire et un autre majoritaire au sein de l'Union sacrée. Qu'il y ait deux blocs, en fait. Charles, quand tu sais, j'ai appris à mes dépens qu'en politique, on ne se fait pas des cadeaux. J'ai appris ça à mes dépens. Vous savez que pendant que moi, je faisais une campagne régulière, que je concourais de façon loyale, il y a de ces candidats qui avaient mijoté comment ils seront élus de façon, je dirais, à utiliser tous les voies qui sont à leur disposition. Nous sommes parfois dans des forums où on nous dit on va disposer pour vous tel fonds pour faire campagne. Et à la fin, vous n'avez que vos yeux et nous n'avons que WhatsApp pour dire « Ah, d'accord, et quantité ». Ça veut dire nous sommes en politique. Il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Et
dans ces moments-ci, où il est question de renouveler les mandats, les fonctions, il est de bonne loi que les acteurs politiques fassent prévaloir leurs atouts, fassent prévaloir leurs forces. Mais est-ce que vous... Pardon. Mais tout ceci ne doit pas être fait au détriment du Congo, au détriment du bien-être du Congo. Que les ambitions s'expriment, que les prétentions soient connues, mais que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Alors, mais c'est Patrick qui allait, parce que les chiffres sont là. En termes de députés nationaux, les groupes de Cameroun, c'est 101 députés. Et la majorité écrasante reste de l'autre côté. Et si il y a formation des deux groupes et que les groupes majoritaires écrasent le deuxième groupe-là, qui a été le premier à se mettre de côté, il n'y aura pas de frustration? Vous pensez qu'il n'y aura pas, parce que vous parlez de bonne guerre, vous pensez que si les groupes de Bemba Bati, Mbosso et Kabouya, IDPS et tout ça, et les autres se mettaient aussi de leur côté, et en disant, nous, on est majoritaire, et on veut rafler, parce que la grande part du gâteau, il n'y aura pas de frustration. À qui sera maintenant attribuée l'erreur en ce moment-là? Ou bien la faute? Non, chacun, je dirais, sera responsable du jeu qu'il a voulu jouer. La politique, c'est comme le poker, c'est comme le jeu des cartes. Vous avez voulu jouer. Si vous avez les bonnes cartes, tant mieux pour vous. Mais si il advient que vous êtes battu à votre propre jeu, mais vous allez pleurer auprès de qui? Vous allez vous en prendre à qui? Et pour rappel, Cameroun a déjà joué ce jeu. Il a perdu à ces jeux avec Kabila. Ah bon? Oui. C'est la fin de cette émission. Déjà? On n'a pas eu, j'aurais voulu placer quelques mots sur... Alors, votre mot, placez un mot, parce qu'il nous reste 3 minutes. Okay. Non, j'aurais voulu placer quelques mots sur l'investiture du chef de l'État. Ah, ok, vous avez la parole. Les personnes, les quelques irréductibles qui, je dirais, contestaient la légitimité du chef de l'État, j'espère que le minimum de bon sens doit leur guider à tourner la page de ces débats. Parce que, tant au niveau de l'adhésion des Congolais, quelqu'un a dit, bon non, on aurait payé de l'argent pour qu'ils aient au stade. Et les gens qui s'étaient allongés tout au long, spontanément, les a-t-on payés sous le soleil accablant? Il y a un mysticisme que parfois même moi, qui suis soutien de Tshisekedi, je ne comprends pas. Je me demande, qu'est-ce qui fait que cet homme soit aimé? Ah bon, vous posez cette question-là? Je me pose parfois cette question. Pourquoi vous êtes témoin de l'amour des Congolais envers Fathi? Vous êtes témoin de ça? Les gens avec qui j'ai travaillé, mes collaborateurs, ils disaient... Je veux leur dire, je vais le dire en lingala comme ils me le disaient. Ah, mon condi, au bout de l'élection, ça le nom qu'on consomme, tu sais pas le cas rapport au voter Fathi. Ah bon? C'était ça la phrase que j'entendais. C'était ça la phrase que j'entendais, ça et là. Donc l'investiture a marqué le sceau de la légitimité qu'on ne peut plus contester. La présence de un tiers de ce que compte l'Afrique en termes de pays ont marqué de leur présence. Deux discours avant le discours du chef de l'État ont été saillants. Celui de l'apôtre Dalo, où il dit dans sa phrase « Lembi miyipi ». On est fatigué des voleurs. Acclamation. Cela doit interpeller le chef de l'État.
Le deuxième, c'est celui de cet autre homme d'église, si je peux l'appeler ainsi, qui a dit que ce pays ne sera pas dirigé par un étranger. Ah, celui de Ngunza là. De Ngunza, de Ingeta. Et c'est là d'ailleurs qui a constitué, je dirais, l'échec de Moïse Katumbi. L'échec. L'échec. Il n'a pas su se défaire de, je dirais, de cet attribut d'étranger qu'il lui est donné. Je ne vais pas aller dans ce débat pour confirmer ou pas, mais c'est ce qui a vraiment constitué en grande partie son échec. Donc le discours identitaire a joué contre Moïse Katumbi. Le flou qui entoure sa nationalité, Le fou. le flou, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, a constitué le socle de son échec de Katumbi. de Katumbi. Même s'il n'accepte pas cet échec-là, hein, ça c'est connu. Qu'il accepte ou pas, les faits. Vous aurez remarqué que la Senco, qui depuis nos premières élections, ont toujours, sans embâche, dit que le président élu n'est pas celui qui était réellement élu. Et cette fois-ci, en incapacité de sortir une pareille formule. En incapacité. Ils sont allés dans les périphéries parce que... catastrophe électorale, c'est quand même grave, chaos et tout ça. Cela ne remplacera pas la gravité de dire que celui qui est là n'est pas celui qui a été élu. Absolument. Tous les à côté qu'ils ont voulu mettre en place pour délégitimité. Ça, c'est pour des législatives. Certains disent qu'ils se sont apaisantis juste sur le désordre qu'il y a eu aux législatives, mais pour la présidentielle, apparemment, ils sont d'accord que c'est Fachi qui a gagné. Vous êtes aussi de cet avis-là? Je suis de cet avis. Je vais chuter avec la CENI. Est-ce que Kadima a démontré qu'il était aussi un chef qui a bien mené, un capitaine qui a bien mené les bateaux à bon port, où il a fait preuve de beaucoup de lacunes, d'insuffisances, ce qui a conduit à ce que les gens obtiennent des machines à voter chez eux? Permettez-moi, donnez-moi 3 minutes, c'est très important. Je n'ai même pas compris pourquoi on n'a pas abordé ce sujet. Je vous ai dit tantôt que j'aime être conséquent. Si je dois noter M. Kadima, je dirais bien, mais aurait pu mieux faire. Pourquoi? D'abord, nous imputons à la CENI, à M. Kadima, notre incivisme, notre culture de la tricherie. Non. Cela n'est pas du fait de M. Kadima. Cela est fait de notre mentalité de tricheur. Ça veut dire, dès le départ, il y a des candidats qui ont, je dirais, concocté des tricheries multiples. Moi, j'ai eu à voir un agent de la CENI un jour avant l'élection. Je ne sais pas comment il m'a retrouvé. J'étais chez ma belle famille. Il vient se présenter et me dire, monsieur, j'ai envie de vous aider à remporter. Je dis, vous êtes qui? Je suis agent de la CENI. Je peux vous donner des voix. Je dis, sur le champ, j'ai cru que c'était un usurpateur. J'ai dit à mon assistant, bon, il va prendre votre numéro, je suis un peu occupé, il va vous appeler. Il me dit, monsieur, je vous aime bien, je vous suis à la télé. J'ai vu, vous faites la campagne, ce que vous dites, vos projets, parce que j'avais comme projet la déconcentration dans le sens de donner plus de pouvoir au bourgmestre. Mais on en parlera un autre jour. Il a dit, vous avez une idée bien, mais campagne, on a été organisée. Bon. Et quand il est parti, les amis avec qui j'étais là, ils m'ont dit, il faut solo ça. Chef à centre, j'étais de marbre. Parce que j'ai une certaine éthique et je porte certaines valeurs chrétiennes et de citoyens et d'éducation que j'ai reçues. Mais est-ce le cas des compétiteurs? Vous n'allez pas imputer ça à l'organisateur. Vous avez des gens qui ont, de manière secrète, de manière, je dirais, j'aimerais pas être offensant, ils ont dealé avec des chefs de centre. Ils ont dealé avec des logisticiens. Donc ça, c'est pas Kadima, ça.
Ça, c'est du fait du compétiteur. Il y a une différence entre celui qui organise, qui met en place un scénario pour faciliter et permettre la tricherie, et des gens qui réfléchissent comment contourner le système pour tricher. Mais là où j'ai dit, et je dois être conséquent, la CENI et CADI m'a empêché, parce que, ayant découvert cela, quelle est la sanction qui a été infligée aux personnes qui se sont rendues coupables? Jusque-là, rien. Hein? Jusque-là, rien. Il y a des chefs de centre qui ont facilité certains candidats à entrer avec plusieurs témoins et voter plusieurs fois. Je n'aimerais pas citer encore des noms ici, sinon vous allez dire que je m'en prends. Il n'est pas le seul celui-là, il y en avait beaucoup. D'autres, on a cité leurs noms. Mais je n'ai pas compris pourquoi la CENI n'a cité que 80 noms, alors que la liste était bien longue. Merci beaucoup, M. Patrick Eyalé. C'est la fin de cette émission, malheureusement. Restez branchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver encore très prochainement. Aimez cette émission, aimez toutes nos émissions, toutes nos vidéos, partagez-les et surtout abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Ne regardez pas seulement, mais abonnez-vous aussi à votre chaîne GCR Congo Télévision. C'est une façon de nous aider à continuer à vous servir. Merci. Rendez-vous à la prochaine fois.